Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuses. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Bonjour Anna. Bonjour. Anna, tu es fondatrice de l'entreprise Colorful Black, donc qui est une boutique de, reprends-moi si je dis bien les choses, cosmétiques, mode et accessoires, donc qui est dédiée à la beauté noire et métisse. Donc tu as une boutique qui a pignon sur rue, donc rue Poissonnière dans le 10e à Paris, et tu as un e-shop dans le 2e. Ma fille 10e. Ah oui, parce que moi je travaillais pas loin, je travaillais à Grand Boulevard, donc c'est pour ça que je fais la confusion et j'allais souvent dans cette boutique-là. Dans le 2e, pardon. Et tu as du coup un e-shop aussi qui est dédié, donc qui commercialise également ces mêmes produits-là. Donc ça a été lancé en 2009. Tu es maman de 4 enfants, donc 13 ans. Donc 13 ans. Oh là là, la fille qui est fatiguée. April qui a 13 ans, Nolan 10 ans, Owen 6 ans et Ivy 4 ans. Donc tu as une belle petite tribu de 4 petits choux. 4 même grands choux même pour certains. Écoute, je te propose de te présenter, nous parler un petit peu de ton activité et puis on reviendra sur ton parcours. Ok, donc je me présente, je m'appelle Anne-Marie Mendy. Je suis d'origine sénégalaise. Je vais avoir 40 ans demain. Waouh. Super. Maman de 4 enfants. Je ne suis pas mariée, mais je suis pacsée quand même. Hein. Et je suis cofondatrice de Colorful Black. D'accord, tu as une associée du coup, ou un associé, pardon? Un associé, c'est mon pacsé, comme je dis, hein, c'est Frédéric, hein, c'est lui qui est mon associé. D'accord, vous avez lancé ça à 2 du coup? On a lancé ça à 2. À l'époque, moi, je ne travaillais pas, et Frédéric était toujours en poste en fait, donc associé, mais on était en poste chez, à l'époque, c'était chez TomTom et après Logitech, il était responsable grand compte. D'accord, ok, super. Et bien, raconte-nous du coup, comment est née l'aventure Colorful Black? Alors, Colorful Black est né en 2009. Voilà, Colorful Black est né en 2009 après un séjour en Angleterre avec Frédéric et April, ma fille de 13 ans. On voulait aller fêter ses 1 an là-bas. Donc, on est parti en Angleterre avec elle et c'est de là-bas que Colorful Black est né. Parce que depuis toute petite, moi, je suis passionnée du cheveu. Hein. J'aime tout ce qui est lié aux extensions de cheveux, à coiffer mes amis. Et donc, la première chose que je fais quand je vais dans ces pays, hein, je vais voir le quartier africain. Donc, d'accord. Tu vas te faire un petit sourcing. Voilà, j'ai besoin de voir ce qu'on nous propose à chaque fois. Quoi. Donc voilà, c'est là-bas que j'ai découvert ce qu'on ne nous proposait pas en France, en fait, une qualité de cheveux et de produits qui n'étaient pas du tout proposés en France. Ça, c'était en quelle année, en 2009 quand tu y allais? En 2009, ouais. Ouais, à l'époque déjà, effectivement, pour trouver des produits afro, c'était un peu… Bah, si tu n'étais pas à Château-Rouge ou Château-d'Eau, tu n'avais pas grand-chose, quoi. C'est ça. Effectivement. C'est ça. Le leader, dans le marché est détenu par tous les… soit des Coréens, soit des Pakistanais hein, dans le secteur afro. Hein. C'est triste à dire, mais c'était comme ça. Donc, se lancer dedans, se dire que c'était possible, oui, c'était possible. Donc, c'est de là-bas qu'on a décidé de repérer les marques qui étaient intéressantes et qu'on n'avait pas en France et de prendre contact directement avec eux. Avec les fournisseurs directement. C'est ça, de l'Angleterre, quoi. On a commencé de là-bas. D'accord, donc tu contactais d'abord les fournisseurs là-bas, puis tu importais en France. Et comment ça se passe? T'avais pas encore la boutique physique, tu commercialisais via une boutique en ligne, c'est ça? Non, quand j'ai commencé, au début, c'était des rayons de Tupperware. Donc, j'ai commencé avec ces marques-là, comme des rayons de Tupperware au début, hein, c'était ça. Donc, on a importé ces marques-là
directement chez moi. J'avais créé à l'époque c'est là que comment on peut dire ça? Le statut auto-entrepreneur a commencé aussi, hein. D'accord, donc, ok. ça tombait bien. Donc, on a créé une auto-entreprise et on a importé nos produits. Et dans mon appartement, dans le 95, j'habitais dans le 95, la gare Gigonès, et on avait pris un espace et on avait stocké nos produits, en fait. Et de là, je recevais mes amis d'amis le week-end. On faisait des réunions de Tupperware et on avait créé aussi un site, je ne me rappelle plus du tout, de quelle plateforme c'était, mais je me souviens qu'on avait dessiné un panier et qu'on mettait le nombre de chiffres. C'était vraiment le fait maison, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, quand on vendait un article, on allait effacer et mettre, il ne restait plus que 2. Et franchement, c'était rigolo. Et on a vendu aussi via Amazon. Hein. Ouais. Et il y avait déjà Amazon qui était implanté à l'époque. Ouais. Ok, super. Donc, quand on faisait des ventes, on était content de faire un colis, de le ramener à la poste. Et petit à petit, c'était 1, 2, 3. Et chaque jour, on se disait, 10 colis. Et c'est comme ça que ça commençait. Ouais, et ça a pris comme ça. Et c'était pas difficile, du coup, justement, de négocier avec les fournisseurs parce que tu partais de zéro, quoi. Donc, comment tu faisais pour négocier? Disons que les Américains ont une façon de travailler. Il n'y a pas de prix selon le client. On a un tarif unique. Mais la grosse difficulté, c'est de payer cash, en fait. C'est-à-dire de payer immédiatement. Il n'y a pas de différé de paiement. C'est ça le plus difficile. Et surtout, qui nous impose une quantité minimum de commandes. Donc, ça, c'était quelque chose de très difficile à gérer parce que sur une référence, quand on était en rupture sur une référence, et devoir commander encore pour 3 000 à 5 000 dollars. C'est ça, ouais. Comment tu faisais du coup? Ouais. Comment tu faisais on pour financer? recommandait, on avait pas mal de stock et ça, c'était pas gérable. Et petit à petit, quand on liait cette affinité avec nos fournisseurs, on demandait est-ce que c'était possible ce mois-ci de commander que pour 1 000 dollars. Et voilà. T'arrivais à négocier derrière. C'est ça. Donc, je pense qu'ils ont besoin quand même de créer, je ne sais pas si on peut dire ça, une affinité avec leurs clients, afin de pouvoir réduire. Il faut quand même une certaine relation derrière commerciale pour pouvoir mieux négocier. Donc, mais c'était quand même pas mal de marchandises à importer. Ça, c'est le gros bémol aujourd'hui dans le business. De toute façon, il y a un minimum de commandes et une régularité à respecter, sinon le compte est supprimé. Ah oui, donc là, c'est radical. Ouais. Donc, il faut vraiment pouvoir assurer quand même un certain nombre de commandes de manière régulière, mois par mois. Mais c'est ça. Du coup, tu as commencé de chez toi. Comment tu t'es dit, comment tu as switché? Tu t'es dit, bon, ok, là, c'est bon, je vais pouvoir. Parce que là, tu ne travaillais pas à l'époque, hein, c'est ce que tu disais. Comment tu t'es dit, non, je ne travaillais pas. Bon, je vais en faire mon activité, ça y est, je me lance. Comment tu as switché? Disons que j'ai toujours aimé. J'avais tellement de projets en tête. J'ai toujours eu beaucoup de projets en tête. Hein. Moi, je suis, comme je dis souvent, je suis un garçon banquier. J'aime tout ce qui est lié au bricolage. Et mon premier désir, en fait, c'était de créer une petite entreprise où j'aurais mon plombier, mon électricien et tous ces hommes-là qui pourraient m'aider à gérer mon business et à avoir cette petite entreprise qui pourrait faire du dépannage chez tout le monde. Et j'avais toujours cette envie d'entreprendre, en fait. J'ai toujours voulu créer ma propre structure. Et de toute façon, comme me disait mon petit frère, on sait si on doit travailler pour quelqu'un ou si on doit travailler à son compte. Et j'ai toujours su que je devais travailler à mon compte, en fait. Ouais. Et à quel moment ton mari il t'a rejoint officiellement, du coup, dans l'aventure? Alors, Frédéric a dû me rejoindre, je dirais, en 2013. En 2013. Ah ouais, quand même, il s'est passé un temps avant que tu... Oui, parce qu'il fallait... Ouais. D'ailleurs, comment il a réagi quand tu as dit, bon, c'est bon, là, je me lance, ça va être mon business? Comment il a réagi à ce moment-là? Ah non, Frédéric a toujours été un soutien pour moi. Il a jamais... Il s'est dit, on y va. Ouais. Voilà, et peut-être c'est lui-même... qui pousse. C'est lui qui pousse. Hein, et comme je dis, c'est mon moteur. S'il avait été là plus tôt dans ma vie, effectivement, peut-être que j'aurais été chef d'entreprise, mais dans le bâtiment, voilà. Mais cette idée-là sur les cosmétiques, c'est quand Frédéric est rentré dans ma vie qu'il m'a poussé dans cette voilà. Mais il est très, c'est le moteur de mon véhicule, c'est comme ça que je le qualifie, hein, parce que sinon j'ai beaucoup d'idées, mais il te canalise aussi un peu. C'est ça.
Pas des fois, hein, non, pas tout le temps, parce que des fois, j'ai des idées un peu folles et il me dit on y va. Je dis non, Frédéric, c'est Vous êtes bien trouvés, quoi. Bon, super. Donc 2009-2013, t'es seul à bord. 2013, il embarque. Du coup, il décide de comment ça se passe avec son boulot. Il lâche complètement son boulot et il lâche complètement son boulot. Il lâche complètement son boulot. Quand on est de 2009 à 2011, on est à la maison. Et en 2011, on ouvre à Paris. Et il réussit quand même parce que pour moi, hein, c'est comme ça que je le dis, c'est que c'était un bon commercial et ses responsables voulaient le garder, donc lui ont permis de jongler avec Colorful Black boutique physique et la société pour laquelle il bossait. Donc il allait bosser chez Logitech et il finissait vers 15h, il me retrouvait à la boutique et on terminait. Voilà. Mais entre 2011 et 2013, il s'est dit que c'était difficile, donc il a décidé de rompre son contrat et de partir à l'aventure. Super. Mais de toute façon, on n'avait pas de doute sur la viabilité de notre société. Donc, jusqu'aujourd'hui, voilà, on le ressent de toute façon. Ça fonctionnait bien déjà à ce moment-là, quand il a décidé. C'est ça, on avait surtout une bonne vision de la boîte. Donc, on ne se disait pas que ce n'est pas quelque chose qui allait chuter. Et c'est une offre qui était. Une offre qui était. Il y avait qui comme acteur, du coup, quand tu es arrivé sur le marché? Parce que quand je réfléchis à l'époque, un e-shop, enfin, même pas une boutique afro, sans aller à Château-Rouge, comme on disait tout à l'heure, Château d'Eau, il y en avait quand même quelques-uns. Ouais. En 2009, on était nombreux à ouvrir en même temps. Hein. Je me souviens quand j'ai préparé mon projet, j'étais chez le pédiatre avec Nolan, je crois. Et j'ai vu que Nayanka ouvrait sa première boutique. Et je me suis dit, oulala, ils m'ont devancé. Putain, si j'arrive après, ils vont dire que j'ai copié. Ouais. Et voilà, mais et je me suis dit, oh là là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on se mette ça en place. Et voilà, il y avait Nayanka. En 2009, il y avait Nayanka, Beleben aussi. Ouais, c'est vrai. De Clarisse. Mix Beauty. Mix Beauty. Je pense. Il y en avait quelques-uns. Mais tu vois, là, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est pas énorme, hein, mine de rien, en vrai. C'est vrai qu'à l'époque, ça commençait à se développer, donc tu avais l'impression qu'il y avait pas mal de concurrents, mais au final, il n'y en avait pas beaucoup. Non, on n'était pas... Par rapport à la demande, clairement, on était encore loin de ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui se développent. Beaucoup d'e-shops, j'ai l'impression, moins de boutiques en ligne, mais beaucoup d'e-shops. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand tu t'es lancé, moi je connaissais Nayanka d'ailleurs, c'est vrai, Belle et Ben. Mais tu vois, j'arrive même pas à en citer d'autres, quoi. Donc, tu es arrivé vraiment au bon moment, quoi. Et du coup, heureusement que tu t'es lancé, donc ça t'a pas fait peur de voir justement cette concurrence. Je suppose que tu avais fait un business plan avant. Comment tu as concrétisé ce projet-là avant de te lancer? Oui, c'est toujours avec l'aide de Frédéric, le business plan. On a essayé aussi de voir comment est-ce qu'on pouvait avoir un grand local, mais tout ça, c'était un gros budget, donc il y avait des possibilités de faire entrer des business angels. Donc ça c'était pas notre souhait d'avoir des gens extérieurs qui pouvaient décider de ce qu'on devait faire de notre boîte. Donc ça non. Après, Frédéric avait un bon poste, moi j'avais des économies, mais ça suffisait pas. Donc ça c'est quelque chose qu'on va entendre tout le temps, c'est que les banques ne suivent pas, mais c'est vrai, les banques ne suivent pas. Donc ce qu'on a fait, c'est un crédit à la consommation pour ouvrir notre voilà, c'est c'est triste, hein, mais et tu vois, pourtant aujourd'hui ça marche. Et pourtant aujourd'hui ça marche. Ouais, c'est fou. Voilà, donc une banque, crédit à la consommation, la famille, et c'est comme ça que ça. Après c'est la gestion aussi, hein, c'est pas d'acheter. Ça permet aussi de contrôler les achats, de pas avoir entre guillemets eu beaucoup d'argent, parce que quand on a beaucoup d'argent, on décide de tout acheter, tout et n'importe quoi. Quand on a un petit budget, on se dit on n'achète que les trucs, les produits qui vont se vendre et petit à petit élargir la gamme. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, qui gérait la boutique? Tu étais seule en boutique ou tu avais employé quelqu'un pour t'aider? À l'ouverture, j'ai pris une de mes cousines. Ça n'a duré que 1 mois parce que c'était très difficile. Internet fonctionnait, mais la boutique physique, c'était pas possible d'avoir une salariée et de payer ma cousine. Donc, elle est restée qu'1 mois. Et puis après, je me suis retrouvée toute seule. Dans ce petit, à tout gérer. Et Frédéric venait m'aider dans l'après-midi. Mais c'était calme de toute façon. Hein. C'était très calme. Comme c'était les débuts, pour le coup. Ouais.
Et à ce moment-là, tu avais combien? Attends, tu avais que appris les Nolan, du coup. Ouais, j'avais que Ouais, appris les Nolan. ok. Et comment tu gérais ton quotidien à ce C'est ma moment-là? Tu mère. étais sur tous les fronts. Ouais. Allez, C'est ma mère maman, qu'est-ce qui, qu'on ouais, ferait ouais. sans elle? C'est ma maman qui les gardait parce que, comme on sait, hein, on va dire 80% quand on quitte le domicile familial, on va pas Hmm. très loin de sa mère. Hein. Moi, je Ouais, sais pas on quel essaye. est ton Ouais, moi, cas. c'est le cas. Oui. Voilà. Elle est pas Donc, loin. elle Donc, oui, habitait oui. là, j'habitais à 10 minutes à pied. Voilà, Ah on oui, s'éloigne pas trop pratique. de maman. Voilà. Ouais. Donc, c'était ma mère qui gardait April et Nolan. Voilà. Et oui, c'est ma mère qui faisait la garde. Et tu dirais, enfin, quel était ton plus grand challenge au moment où tu t'es lancé? On a parlé des fournisseurs, la difficulté d'avoir un prêt auprès de la banque. Est-ce qu'il y a autre chose qui aurait pu te freiner au moment de te lancer? Non, parce que le projet, moi, j'y croyais. J'y Mhm. croyais parce que j'y croyais et surtout dire que le challenge, c'était peut-être de convaincre ma famille et mes amis d'amis il y a d'autres produits de qualité qui existent en fait. Et surtout les convaincre sur la qualité parce que, comme j'ai dit au début, c'était sur le cheveu. Et Mhm. quand je leur présentais cette mèche de cheveux qui était naturelle, ils me disaient, ah non, non, ça c'est du synthétique. Et les convaincre aussi sur cette qualité de produit et qu'il fallait changer en Mhm. fait. Et qu'il fallait plus investir sur un produit cher, mais qui durait dans le temps. Et c'est ça aujourd'hui encore le reproche, c'est que les gens aiment le bas prix, mais le bas prix, il dure pas longtemps. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un gros challenge. Non, il fallait tenir mentalement, hein, parce que Mhm. on va pas se mentir. Hein, dans la première année, la deuxième année, c'était moi qui ai réinjecté de l'argent personnel pour faire survivre Ouais. cette boîte. Quoi. Pendant ces années, j'ai pas De touché de revenus. salaire. Ouais. Ouais, et c'est ça le plus, on va dire, la force d'un entrepreneur, c'est celui qui dit mon business, je donne tout à mon business et je sais qu'il me le rendra après. Donc Ouais, c'est ça. je me suis pas C'est versé de de salaire parce sacrifier un que je peu. savais, ouais, c'est ça, Mhm. de sacrifier. Mais j'ai pas eu d'obstacle parce que j'avais la niaque devant et Ouais. Et puis, tu j'y étais étais, quoi. accompagné aussi derrière. Tu avais ton moteur, C'est comme tu ça. dis. C'est super. Ouais. Et comment c'est d'entreprendre avec son conjoint? Ouh. Parce que bon, déjà, quand, quand tu vis avec à la maison, tu vis avec au boulot, du coup, comment tu fais la... Est-ce que vous C'est arrivez déjà à difficile. déconnecter? Ouais, c'est difficile. Non, moi j'arrive à déconnecter, mais Ouais. Frédéric n'arrive pas à déconnecter. Non, franchement, je pense que Colorful Black est une personne physique qui partage notre lit des Ah fois. Hein. On dort bah, avec, on ça... se réveille avec. C'est les premiers mots et ça, ouais, c'est un gros bébé qui va pas quitter la maison, quoi. Et Ah ouais. j'aimerais pouvoir déconnecter. C'est vrai que avoir son business avec son compagnon, c'est difficile. Il y a des moments où c'est très difficile. Faut pas. Vous arrivez à... Enfin, du coup, vous n'arrivez pas forcément à vous mettre d'accord sur tout. Comment vous faites, du coup, pour trouver des compromis? Ah, comme je le dis tout le temps, Frédéric, on discute pas, on se dispute beaucoup. Parce que moi, j'ai l'impression que je dois affirmer mes idées et Ouais. je me bats jusqu'au bout, hein, parce il faut convaincre aussi. Hein. Donc Mhm. après, on essaye vraiment de voir les arguments de chacun. Et à un Ouais. moment, non. Et souvent, je gagne parce que j'ai, J'ai raison, t'imagines? oui, c'est pas question j'ai raison, mais les arguments, à un moment, même lui se dit, ah oui, elle a raison quand même. Mais sans Ouais. pour autant me le dire, il Oui. s'arrange un Il peu de te mon fait côté. comprendre Mais que, ok, c'est bon, t'as gagné, ouais, quoi. Ouais. voilà. Mais c'est difficile. Ça, c'est difficile. J'imagine. Mm. Et j'aimerais revenir sur un événement en particulier, parce que quand j'ai fait les recherches sur ta boutique, je me suis dit, mais oui, tu as été victime de racisme, parce que ça, on en parle peu, mais Ouais, tu as eu une affiche sur ta boutique, donc c'était celle qui était rue, c'est la même d'ailleurs, rue Poissonnière, en 2016, hein, c'était il c'est y a 5 ça. ans. Je suis passée du 4 au 7, ouais. Ouais, c'est ça. Une affiche où je me rappelle, parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur le post Facebook et j'ai vu que j'avais commenté il y a 5 ans, en mode Ouais. vraiment, c'est quoi le délire là? Une affiche, donc aujourd'hui, tu nous diras où allez la faire, mais une affiche qui mentionnait, pour citer quelques passages, pas de boutique afro, nous voulons pas d'un futur quartier Château Rouge, quartier poubelle, vous êtes là, mais vous n'êtes pas les bienvenus. Comment, bah déjà, comment tu as réagi en voyant ça? Bon, on sait déjà comment tu as réagi, mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu vois ça? Tu arrives le matin dans ton boulot, dans ta boutique, dans ton entreprise et tu vois ça placardé sur la vitrine. Euh, je, je tombe, mais sans réellement tomber. Parce que Mmh.
quelques jours, quelques semaines avant, quand on faisait l'aménagement, on avait déjà eu des réactions de passants qui disaient comme ça, mais qu'est-ce qu'ils font encore là, ceux-là Ah ouais. Et puis, ouais, il y avait déjà ça, parce qu'on restait tard à faire le nettoyage, à ranger le mobilier et tout, et on avait beaucoup encore eux. Et à l'époque, il y avait ma collègue Rokia et Frédéric, et eux, tous les deux étaient choqués. Moi, je leur disais, mais non, c'est naturel, quoi. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me choque aujourd'hui. Ouais, parce qu'il faut pas se cacher. Hein, je suis femme noire et je suis mariée à un homme blanc. Effectivement, des fois, quand on fréquente des lieux, je vois le regard des gens qui posaient sur moi. Donc, c'est quelque chose que je vis. Tu as l'habitude de vivre. Voilà, donc c'est pas quelque chose. Je sais que ça. On a beau se battre dedans, on a beau aller dans ce combat, on sait qu'il existe, quoi. Donc, moi, quand j'ai eu cette affiche, ça confirmait réellement ce que je ressentais. Voilà. Et donc, mon réflexe, c'était d'avoir fait une photo et d'avoir déchiré le truc et de dire, bon, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais je me suis dit, non, je vais quand même publier ça. J'ai besoin que les gens se disent aussi, effectivement, que c'est pas que dans ma tête. Ouais, quand je leur disais, oui, ouais, souvent, je leur dis, mais vous voyez pas comment ils réagissent. Si j'étais blanche, des fois, quand on va au restaurant avec mes amis, je leur dis, mais ils se comportent comme ça parce qu'on est noir. Ils me disent, ah non, c'est dans ta tête. Mais cette affiche-là confirmait ce que j'avais dans la tête et je voulais le mettre. Ça validait tes propos, quoi. C'est ça. Mais je savais pas que ça allait faire autant de buzz et beaucoup de critiques qui étaient fausses en disant que c'est moi qui avais mis cette affiche-là volontairement pour faire le buzz de la pub dans ma boutique. Donc, les gens, ils vont loin quand même. Ils vont loin parce que, regarde, toi, tu dis que quand tu tapes Colorful Black, tu n'étais pas la seule. Aujourd'hui, quand on tape Colorful Black, on a cette pub. C'est l'article qui ressort, Et j'ai pas envie qu'on associe forcément. C'est ça, c'est ça. Donc, on a porté plainte, mais on m'a dit non, mais il fallait pas arracher le papier, on aurait pu relever les empreintes. Donc, tu n'y as pas pensé sur le coup, oui. Ouais, voilà. Mais moi, cette personne-là qui a mis cette affiche-là, c'est que j'aurais aimé la rencontrer, en fait. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Qu'il m'explique, c'est quoi le problème? Est-ce que je suis responsable de la dégradation de Château d'Eau, Château Rouge? Est-ce que mon magasin, je gênais personne de l'autre côté de la rue parce que j'avais une petite boutique et je gênais pas. Aujourd'hui, ce qui gêne, c'est d'avoir cet angle-là et d'être visible. Qu'est-ce qui gêne, en fait? Si ça avait été Sephora ou Marionneau, on n'aurait pas parlé. Donc, c'était quoi? Le nom Colorful Black? Non, moi, c'est juste lui dire de m'expliquer, en fait, quelle est cette rage envers ma communauté. Et même cette personne, je suis sûre qu'il ne sait même pas, il parle pour parler, en fait. Ouais. Moi, je paye autant d'impôts que lui, j'ai envie de dire. Oui, je paye autant d'impôts que lui, je touche pas la cave, je n'ai pas les aides. Et même si je les avais, il ne faut pas généraliser tout le monde, quoi. Ouais, mais carrément. Donc, cette affiche, ça a été. Mais par contre, on a eu beaucoup de soutien des gens du quartier, une dame même qui est venue en pleurant en disant que c'est pas l'image de son quartier, et que eux ils sont contents de nous voir et que voilà, on a une belle boutique. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est quand même des retombées. Oh là là, ouais, tu vois, donc c'est sympa, mais ça fait chaud au cœur. Tu te sens moins seul aussi Bon, aujourd'hui, les voix s'élèvent un petit peu plus aujourd'hui, encore heureux. Il y a encore du travail à faire. Bon, j'espère en tout cas que ça va mieux aujourd'hui. Beaucoup. Dans le quartier. Et du coup, tu as des enfants métis. Comment ils étaient encore petits, je pense, à cette époque quand c'est arrivé. Ils s'en rendaient pas compte. Oui. Non, ils se rendaient pas compte. Non. Mais après, avoir des enfants métis, des fois, non. Des fois, c'est ce que je me dis. Et on me dit, tu racontes n'importe quoi. J'ai décidé, moi, de me mettre avec Frédéric, un homme blanc. Est-ce que, des fois, quand je vois, comment dire, l'acceptation par rapport au regard des autres aussi, hein, parce que moi, mon fils Owen a vécu du racisme à l'école. Ouais. Et il n'est pas préparé à ça. Et je lui disais, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû leur demander comment je peux dire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas dû leur demander leur avis avant de se mettre ensemble? Parce que ils sont métis. Voilà, ils sont pas forgés pour ça. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai décidé d'être avec un homme blanc. Si je vais dans un endroit et si on me parle mal, je sais répondre. Et lui aussi, si je le ramène en Afrique, il pourra aussi se défendre. Mais aujourd'hui, mon enfant, quand il a subi cet harcèlement, il n'avait pas les mots pour se défendre. Et ça m'a blessée. Je me suis dit, effectivement, il faut que je les... On va les forger. Hein. Il faut les préparer à la critique.
Ta couleur, elle est différente, ta texture de cheveux est différente. Il faut que tu assumes qui tu es afin qu'eux, ils puissent t'accepter, quoi. Ouais. Donc, Comme on le disait en off, c'est d'assumer d'où on vient. C'est ce qu'on disait dans notre discussion avant de démarrer. C'est vrai que jusqu'à ce que, avant d'avoir des enfants, comme tu le dis, nous, on est habitués à le vivre. C'est devenu normal. Tu vois, tu te poses malheureusement presque plus de questions. Tu n'es même plus choqué. Mais quand tu as des enfants et que tu vois ce qui se passe autour de toi, dont on le vit encore aujourd'hui, quand tu vois les infos et tu vois comment la communauté noire subit, et même d'autres communautés, hein, là aujourd'hui c'est la communauté asiatique, mais quand tu vois le racisme qui existe, tu dis comment tu vas les préparer à ça? Tu vois, moi j'ai 2 garçons, je me dis mais comment tu fais pour les préparer à ce genre de situation pour qu'ils puissent demain pouvoir répondre justement, contre-attaquer de la manière la plus intelligente, bien sûr. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile et donc je comprends ta position quand tu arrives à te poser des questions, à te dire mais comment je fais quoi? C'est compliqué. Il faut leur dire que ça existe. Hein. D'autres vont dire non, là, c'est la connerie. Non, c'est pas de la connerie, ça existe. Et si tu te défends pas là, ils vont t'écraser. C'est ce que je dis à ma fille. Tu as une critique sur ta coiffure, ton cheveu. Une seule personne qui te dit ça, tu l'arrêtes. Parce qu'un groupe, c'est 2 personnes. C'est pas une. Donc, si tu laisses la deuxième personne répéter la même phrase, c'est fini. Donc, voilà, c'est triste, mais chaque fois qu'ils rentrent à la maison, comment ça s'est passé? Il faut les préparer. Faut pas que ce soit un déni. Ça existe. Ça existe. Donc, il faut leur dire oui, ça existe, mais tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois te défendre. T'es pas moins qu'eux. T'es pas supérieur qu'eux, mais tu es au même niveau qu'eux. Vous êtes égaux. Voilà, c'est ça. Vous êtes égaux. Donc, ça, c'est un combat et ça sera toujours. Hein, j'essaie vraiment de les préparer. De les préparer parce que c'est pas eux qui ont choisi, c'est nous qui avons choisi aussi de se mettre ensemble et de faire des enfants, mais oui. C'est ça. Mais après, c'est la belle finalité de la chose. Donc, effectivement, c'est un challenge. C'est un challenge qu'il faudra relever quotidiennement. Alors, attends, je fais le tour des questions, voir ce que j'avais noté. Bon, ça va jusqu'ici? Très bien. Ça va très bien. Alors, on va parler de tes journées, qu'on parle des enfants, de ta vie de maman / chef d'entreprise / femme. Comment tu t'organises avec ta belle petite tribu? C'est les 3-8, comme je dis. C'est les 3-8 parce que c'est une vie speed. Hein. Je le dis tout le temps à mon entourage, à mes connaissances, tu as 4 enfants. Je dis toujours que c'est que du bonheur, mais c'est un bonheur des fois qui explose, qui est difficile aussi à gérer, mais il faut tenir. Il faut tenir. Hein. Donc, les 3-8, donc c'est le linge, l'éducation des enfants, faire à manger, équilibré, pas équilibré, mais les aimer, être là pour eux aussi. Être là pour eux. Et, ils savent qu'il y a le business et que ça nous prend beaucoup de temps. On a sacrifié beaucoup de week-ends où on n'était pas ensemble. Mais quand on peut rattraper, on rattrape. Mais ces derniers temps, c'est pas facile parce qu'avec le Covid, on ne peut pas voyager. Mais leur dire qu'on, malgré ce 5e enfant qui est Color Jack, ils ont encore une place et j'essaye vraiment de leur montrer. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Hier, je suis restée jusqu'à 2h du matin pour faire un gâteau licorne. Mais lui dire que maman, elle est là. Même si j'arrive, je crie, hein. Je crie beaucoup. Oh là là, mon Dieu. Je crie et je veux le canaliser aussi. Et là, c'est chaud. C'est chaud. Hein. Surtout que t'en as 2. Et je sais pas, ils ont quel âge? 3 ans, 3 ans bientôt et 1 an bientôt. Donc, ils sont encore petits. Ah oui, donc ils vont être... moi, ce que je dis à ma fille, April et Nolan, on a l'impression que vous n'êtes pas de la même mère ni du même père, quoi. Ils se bagarrent H24. Et ça, c'est ce que tu vas rencontrer. Mais moi, ça commence déjà, hein, je te rassure. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui prenne le jouet de l'autre. Déjà, c'est... Ah, mon Dieu, mes enfants, après, maintenant, c'est Owen et Ivy, ils commencent et je me dis, putain, mais c'est t'as les duos, du possible, coup. Vous n'avez pas les mêmes parents. Tout le temps. Il m'a fait ça, et c'est ça le plus difficile, en fait. Et je leur dis, s'il vous plaît, une journée sans cri. Une journée sans cri, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça doit être animé, quoi. C'est animé. Oh là là. Et on crie. Et à la fin, on s'en veut parce qu'on passe plus de temps à crier. Culpabilise, c'est ça. Qu'à les prendre dans les bras.
Mais à la fin de la journée, on répète qu'on les aime. Hein. C'est le plus important. maman t'aime, même si, je suis speed, mais et si je travaille trop, c'est pour vous en fait. Je prépare votre avenir et ils le comprennent que quand il y a les cadeaux et des fois ils le font comprendre qu'on n'est pas là aussi. Mais comment ils te le disent ça? Comment ils le formalisent? Vous êtes toujours sur vos portables, vous n'êtes jamais là. Le week-end, on fait jamais rien. Mais le week-end, on ne fait jamais rien. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire quand je suis là et qu'on décide d'aller jouer dans le jardin, non, je préfère jouer aux jeux vidéo ou April, le shopping. Ça, c'est sa vie. Depuis que les centres commerciaux sont fermés, c'est. Comment elle vit? On l'a perdu sur Internet. On l'a perdu. Donc tous les jours, elle me dit maman, je commande sur Shane. Et je dis s'il te plaît, merci. Tu commandes pour aller mettre. Tu vas mettre tous les habits. Donc c'est non. clair. Voilà. Donc jeux vidéo. Dans sa chambre. Shopping. Mais effectivement, quand j'ai du temps à la consacrer, on fait des activités. Ça c'est ce qu'on a essayé d'instruire, c'est de mettre une activité le dimanche. Tout le monde s'y met. Donc c'est soit peinture, c'est soit du collage de perles. On fait une activité en famille, même si ça canalise que 2 heures, parce qu'après, ils ont besoin d'aller encore jouer à leur jeu. C'est pas mal. Hein. Donc, on fait des photos, on fait des challenges, on fait des coloriages. Ça nous détend et ça nous permet de profiter de ces moments-là ensemble. C'est super. Nickel. Bon, les enfants, le mari, est-ce que tu arrives à trouver du temps? Alors déjà, vous êtes en couple, associés, parents. Est-ce que... Trouver du temps à deux? Non, franchement, il n'y a plus... Après la fermeture des restos, avant, on se faisait plaisir. On allait au restaurant. Je faisais venir ma mère et puis on s'évadait avec Frédéric pour aller manger. Ou sinon, le lundi, on a quand même ce jour qui est off pour nous, pour la boutique. Les enfants sont à l'école et on prenait le plaisir d'aller manger dans un restaurant indien avec les souliers. Ça me manque là. Voilà, donc ça, c'était notre plaisir. Soit resto, soit shopping, mais que le lundi. Mais les week-ends, on les a plus. Hein. Sérieusement, depuis que j'ai quitté Suresnes, j'ai plus de... On n'a plus... Non, il n'y a plus de week-end à deux. Non, il n'y a plus. Il y a plus cette vie-là parce qu'il y a Color Food Black entre nous deux. Et, moi, je sais. Tu arrives à déconnecter, tu dis, oui. Voilà, j'arrive. Un peu moins. C'est marrant. C'est ça, Frédéric un peu moins. Mais c'est vrai que j'espère qu'on va réussir à retrouver cette vie de couple parce qu'avant d'être une femme, une personne comme moi, Anne-Marie, je veux être aussi une femme pour Frédéric et une mère de famille pour les enfants. Et c'est parfois difficile de jongler. Mais je dois... c'est vrai que la vie de couple, il faut qu'on commence à y penser. Ouais, je pense que ça, avec tous les échanges que j'ai pu avoir auparavant avec d'autres femmes entrepreneurs, je pense que la vie de couple, c'est celle qui est la plus difficile à maintenir parce que déjà, tu as les enfants, puis tu as ta boîte et effectivement, la routine du quotidien. Donc, il faut réussir à faire une petite place, quoi. C'est pas forcément évident. C'est ça, on se dit que le couple, on l'a déjà, donc on va plutôt... Il sait déjà ce que je vaux. Ouais, c'est ça. Il sait ce que je veux, mais mes enfants, je vais leur dire que je suis là. Donc, ma priorité, ça reste mes enfants. Hein. Je ne veux pas dire que mon couple, il est de côté, mais mes enfants, j'ai envie qu'ils sachent que même si maman, elle est au boulot, elle les aime et elle sera toujours là pour eux. Donc, la question, comment ça se passe la journée, ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Voilà. Et je reste quand même une maman bonbon, quoi. Donc, je leur donne des bonbons, mais ça, je sais que c'est pas bon, mais moi, j'aime les bonbons. Mais c'est ce moment qu'on partage, en fait. Voilà, c'est ce moment qu'on partage. Et allez, surtout ce que j'aime bien, c'est que je commence tard le boulot. Donc, j'ai le temps de le déposer à l'école. Ouais, super. Et voilà, le soir, j'ai pas... Maintenant, quand on est confiné, j'avais le temps de revenir, mais ils étaient déjà là en pyjama, pas encore mangé, mais on mange ensemble. Mais voilà, c'est ça. Déposer à l'école, ça, c'est extra. De se dire, tu déposes ta fille à l'école, tu la prends dans tes bras, ou papoter un petit peu sur le chemin. C'est la qualité plutôt que la quantité, hein, c'est ça. Donc, le peu de temps qu'on passe avec eux, on essaie de faire en sorte que ce soit des moments cool et joyeux. Là, on a parlé de tes origines sénégalaises. Ouais. Du coup, t'es née au Sénégal ou t'es née ici? Non, je suis née au Sénégal. Ouais. Je suis arrivée en France en 1986. Ouais. Avec à l'époque ma mère
et une de mes sœurs et mon petit frère aussi. Mon petit frère et mon petit frère, parce qu'on est 10 enfants. Donc, arrivé à l'époque, en 86, on vivait dans le 92 à Levallois, dans un hôtel. Puis après, on a aménagé un an après à Garges-les-Gonesse. Donc, j'ai grandi à Garges-les-Gonesse. À l'âge de 9 ans, je perds mon père. Donc, ma mère se retrouve à élever les 10 enfants. Les 10 enfants. Oui. Donc, voilà, elle ne maîtrise pas très bien le français. Donc, elle va apprendre et elle va faire le boulot de tous les boulots qu'on donne aujourd'hui aux femmes immigrées. À l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, on a essayé de leur dire qu'il faut lire maintenant. Elles peuvent faire, voilà, c'est ça. C'est ça. Et avant, elles le faisaient parce que c'était entre guillemets des boulots qui n'étaient pas reconnus. Donc, ça ne posait pas de problème. Mais voilà, c'est grâce à ces boulots de femmes de ménage qu'elle cumulait, qu'elle nous a élevés. Hein. Donc, ça a été difficile. Ouais. Difficile, pourquoi? Parce que une femme, 10 enfants, pas de revenus. Seule, en plus. Seule à l'époque. Et puis, il a fallu aller chercher des denrées au Resto du Cœur, aux associations d'à côté, quoi. Donc, c'est pour ça que j'oublie pas d'où je viens, parce que en étant femme d'entreprise aujourd'hui, en ayant une société qui fait plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires, c'est pas pour autant que je me porte du Gucci ou des Louboutins en pied, quoi. Je connais la valeur des choses. Je dis pas que ceux qui portent des Louboutins et des Gucci ne connaissent pas la valeur des choses. Bien sûr. Mais il y a l'argent, il faut savoir le placer quelque part et voilà. Donc ça, mon enfance n'a pas été facile, mais c'est pas pour autant que je me suis dit, c'est bon, je vis dans la banlieue, j'ai pas eu l'éducation. On va dire, comment je dis ça? J'ai pas eu la chance, en fait, d'avoir une maman qui savait lire, donc je vais pas dire que j'étais un cancre dans mes débuts d'année scolaire, mais j'ai pas eu le soutien qu'on doit avoir à la maison pour corriger les devoirs et tout. Donc, j'ai pas été l'élève modèle. J'ai eu juste un élément déclencheur en sixième quand je suis arrivée en sixième et qu'on a fait le conseil des classes et qu'on m'a dit, tu vas redoubler. What? Ah ouais, direct d'entrée de jeu. Ah ouais, il a vu ta tête, il a dit bon, toi, c'était gratuit, quoi. Ok. Je vais redoubler. Je vois mon prof d'anglais qui, à l'époque, mon principal, me dit écoute, je vois que ça te fait mal de redoubler. Si tu veux, tu ramènes ta mère. Et ta mère fait une attestation comme quoi tu veux pas, qu'elle accepte pas le redoublement. Donc, je dis OK. Je ramène la mère et qui fait cette attestation et qui dit on signe, on dit qu'on ne veut pas le redoublement. Et ce jour-là, ça a été, j'ai fait une filière après technologique et j'ai fait partie des 3, 4e de la classe parce que j'avais cette mère qui disait, elle m'a permis de pas redoubler, donc je dois la rendre fière en fait. Ouais. Et depuis après, j'ai été bonne élève, quoi. J'ai écouté, j'ai appris. Ça a été le déclic. C'est tout. C'est juste apprendre. On sait que c'est juste apprendre, hein. C'est juste prendre le temps de lire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la chance d'avoir les parents qui corrigent derrière les fautes. Ouais. Donc, c'est le niveau, il n'est pas top, mais ça a été mon élément déclencheur. Après, c'est technologie. Après, je suis passée, j'ai fait un bac comptabilité. Et ça, c'est un regret, hein, parce que je dis tout le temps que dans nos banlieues, on nous a tous envoyés vers des secteurs tertiaires, vente, compta, secrétariat. Exactement. On ne pousse pas forcément vers d'autres filiales. Ouais, c'est ça, on n'en parle pas. Moi, c'est pareil, on m'a proposé un bac pro secrétariat, tu vois. Voilà. J'ai fait comme toi une filière technologique derrière, j'ai fait un DUT, j'ai fait une école de commerce, et moi, l'école de commerce, on n'en parlait pas avant, tu vois, donc j'ai creusé toute seule, et non, on ne pousse pas. Aujourd'hui, il y a des initiatives encore heureusement, mais à notre époque, non, c'était direct, c'était CAP, BEP, et puis voilà. C'est ça. On nous dit même pas qu'il y a quelque chose d'intéressant de l'autre côté, quoi. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais la comptabilité, j'aime bien les chiffres, donc voilà, j'étais bien dedans. Mais quand j'ai eu l'occasion de bosser dans la compta, et puis à un moment, quand ma société a dû déménager, on m'a dit, tu veux une rupture conventionnelle? J'ai accepté. Je me suis dit, oui, moi, j'ai envie de faire autre chose. Ouais. Je suis pas destinée à être dans un bureau, quoi. Effectivement, là, je me suis dit, oui, peut-être que dans ma passion qui était la coiffure, j'aurais dû être orientée dans la coiffure. Et ça, on n'a pas ça, en fait. Voilà, parce que vous avez dit, la compta, c'est un métier, c'est un secteur qui recrute, le secrétariat. Ouais, c'est ça, on te pousse sans forcément écouter, toi, ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, et ce vers quoi tu veux évoluer, quoi. Ouais. Et voilà, après, c'est ce que j'aime faire qui fera celle que je suis, mais
Aujourd'hui, on nous dit non, non, va là parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Si mais c'est peut-être pas ce qui me plaît, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Donc, un passé de comptable et puis. Et après, devenu, entrepreneur. C'est super. Un bel exemple de réussite. C'est inspirant et motivant. Mais je suis contente de voir quand même qu'il y a de plus en plus d'initiatives à destination de nos banlieues, justement, pour sensibiliser un petit peu plus les jeunes, justement, et les emmener à voir un peu plus loin. Ça, c'est des choses. Il faut qu'on arrête aussi de leur dire qu'ils sortent de la banlieue, qu'ils ont moins de chance, quoi. Donc après, la chance, tu vas la chercher. Hein. Donc, qui bouge un peu aussi, quoi. Ça revient encore, comme je dis souvent, sur le cheveu. On dit on a le cheveu court, il poussera pas, et fini. Effectivement, on reste toujours avec notre petit afro et on ne fait rien. Alors que non. Pas d'entretien. On s'en occupe pas, on fait des mèches, on les garde 3 mois. Attention, mon cheveu est destiné à être sec. C'est bon, voilà, c'est ça. Voilà, je fais plus rien. Ça aussi, c'est des idées reçues que tu as dû combattre, du coup, dans ton activité. Ah oui, j'ai beaucoup de femmes qui disent mais qu'est-ce que vous faites là vous avez, eh bien, en disant, est-ce que vous avez une huile pour faire pousser, là, c'est cassé. Ils veulent des formules magiques, ouais. Genre, en une nuit, je vais me réveiller. Je propose, après, on me dit, ah non, ça, c'est pas vrai, ça marche pas. De toute façon, nos cheveux à nous, ils poussent pas. Je dis, OK. Pourquoi nos cheveux, ils poussent pas? Il y a tout un travail à faire. Ils disent, oui, j'ai jamais vu une femme noire avec des longs cheveux. Bah, écoutez, venez en boutique et vous verrez des femmes noires avec des longs cheveux, quoi. Prenez le temps d'entretenir. Mais qu'est-ce que vous faites? Je leur demande souvent, qu'est-ce que vous faites sur vos cheveux? Je fais un shampoing, après je mets de l'huile, je fais des tresses. Ok. C'est pas prendre soin. C'est ça, c'est pas ça. Faire un shampoing, ça suffit pas. Le cheveu, il a besoin d'entretien. Comme vous, il doit manger et boire, donc il faut l'entretenir. Et puis là, comme elle commence à se dire, ah, elle dit quelque chose d'intéressant, elle dit quelque chose qui n'est pas faux. Donc elles se disent, ah, ok, je vais essayer. Donc aujourd'hui, je vais prendre le shampoing et l'après-shampoing. Et donnez-moi une crème. Voilà, ça commence comme ça. Et petit à petit, elle se dit, ah oui, la crème que vous m'avez donnée a marché. Donc, voilà. Mais c'est parce qu'au début, elles n'ont pas été bien orientées. Et c'est ce que le mot, c'est éduquer, en fait. On doit les éduquer à prendre soin de leurs cheveux. Ouais. Ça, c'est effectivement, il y a pas mal d'idées reçues là-dessus, hein, sur le cheveu afro. Il est sec, il pousse pas. Tu peux garder des tresses pendant Enfin, ouais, c'est ça. Donc, que négatif. Que négatif. Il n'y a rien de positif, en fait. Il est moche, il est terne. Il est moche par rapport à qui, en fait? On le compare à quoi, surtout? À quelle autre texture? Donc, c'est ça qui ne va pas, en fait. C'est que, par rapport, qu'est-ce que c'est un cheveu beau? Un cheveu lisse, raide, brillant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de filles qui font des lissages et qui sont contentes de bouger comme ça. Parce que le cheveu est brillant, mais elles font plus de soins, en fait, pendant qu'elles ont ce lissage. Or que quand elles avaient le cheveu crépus, elles faisaient rien. Elles se disaient, écoute, je vais l'attacher comme ça, je vais faire mes nattes, je vais le laisser. Elles confondent souvent coiffure protectrice avec abandon du cheveu. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Au contraire, il faut en prendre soin aussi pendant ce qu'on appelle les coiffures protectrices. Protectrices, c'est dur à dire. Protectrices. Les tresses, voilà, effectivement. C'est ça. C'est ça. C'est surtout ça. Elles confondent le tissage, les coiffures protectrices, le lissage, le défrisage, ça m'a cassé les cheveux. Et moi, je dis que c'est pas ça qui casse les cheveux, c'est le manque de soin pendant que vous avez ces choses-là qui cassent les cheveux. Parce que vous oubliez votre cheveu. Voilà, c'est cet oubli qui fait que c'est dégâts à la fin, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de on va dire, de l'évolution de la beauté noire en France? Est-ce que tu dirais que ça évolue positivement? Comment tu vois les choses, étant une actrice du secteur? Moi, je pense que c'est parti sur de bonnes voies. Ça, on va pas nier. Hein. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes noires à la télé avec leur afro. Et des fois, même, c'est un peu exagéré parce que dans tous les spots, ils aiment bien faire un afro qui ressemble à rien aussi. Donc voilà, ok, on est d'accord. On y va pas à pas. Nous mettre en avant, voilà, mais il y a des limites quand même. Et c'est pas. Faut le faire bien aussi, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, mais je pense qu'on est parti sur de bonnes voies. Il faut tenir, et surtout avec les bons conseils. Je pense qu'avec les bons conseils, les bonnes motivations et surtout de ne pas s'oublier, en fait, de ne pas s'oublier. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est bon. On a de plus en plus de
d'influenceuses noires. Mais il faut aussi qu'elles puissent nous représenter. Quand je dis qu'elles nous représentent, en fait, dans le secteur de la cosmétique, même quand elles sont appelées par L'Oréal et les autres, mais qu'elles... comment dire, quand des fois je les vois avec leur maquillage un peu terne, il faut vraiment que l'industrie aille chercher aussi la femme noire. Je dis pas que les autres sont pas noirs, mais moi je suis Vas-y, balance. Je suis noire. Ouais. Parce que je sais pas comment te dire. Aujourd'hui, on va chercher une noire et on va prendre plutôt la fille métisse. Oui, avec un clair, oui, on a l'histoire de mais on a besoin aussi, nous femmes noires, foncées, d'être représentées en fait, d'être représentées. Et ça, on ne nous voit pas encore assez. On ne voit pas encore assez, et même dans les réseaux, hein, souvent on voit la fille noire mais métisse, mais on ne voit pas encore la femme noire ébène mise en avant. Et voilà. Et puis, oui, avec nos cheveux, j'ai jamais vu ça en fait. Il faudrait que je fasse une photo comme ça, une fille noire avec une belle robe de soirée, mais avec son afro, quoi. Et ça, c'est rare de voir ça, quoi. Parce que dès on doit être en soirée, on est... Ouais, cheveux lisses, le chignon, c'est ça. Voilà, donc ça commence. Aux États-Unis, on le voit bien. Oui, aux États-Unis, c'est encore un autre niveau. Hein. Oui, mais on ne doit pas... Avant, on avait déjà un grand écart. Là, j'espère qu'on est juste... On est en train de le réduire. Ouais, j'espère, hein, parce que... Mais ça, pour le réduire, il faut qu'on puisse voir aussi des femmes noires ébènes à la télé et dans les réseaux. Et avec nos vraies couleurs sans dépigmentation. Et voilà, c'est important. On arrive presque à la fin. J'ai quelques dernières questions. Après, on parlera des actualités du coup et du système de parrainage et peut-être parler un petit peu plus en détail aussi de ce que propose Colorful Black parce que j'ai vu que tu faisais des ateliers aussi capillaires. Ok, on va en parler. Question. Comment conjugue-t-on selon toi ambition professionnelle et maternité? Prends le temps de la réflexion. Je sais que celle-là, elle est... Moi, j'ai jamais hésité à mettre de côté mes ambitions professionnelles pour avoir des enfants. Comme j'ai commencé en 2009 et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des enfants à chaque fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu as fait des enfants même en étant... bien sûr, ma priorité, c'était de faire des enfants. On n'est pas comme les hommes. Hein, on peut, à un moment ou à un autre, on s'arrête. Hein, on peut plus produire. Donc, j'ai jamais dit, oh là là, Frédéric, on va attendre de faire ça avant de dire qu'on va faire un autre enfant. Non, ma priorité, c'était de fonder ma famille. Et je sais qu'à l'époque, on fermait la boutique au mois d'août, hein, carrément, parce qu'on devait profiter de nos enfants. Voilà, donc non, c'est quelque chose, je pense qu'il faut faire un choix pour moi. Hein. C'était d'abord ma famille, et puis après, on peut forcément trouver une petite place pour le business, quoi. Ouais. Et comment tu faisais d'ailleurs pendant tes grossesses avec Colorful Black, tu trouvais une remplaçante? Moi, je fais partie des femmes avec des grossesses très, très compliquées. Donc, je suis alitée, j'ai plus le droit de bouger. Donc, April, qui est née en 2008, donc ça allait parce que j'étais pas encore dans le business. 2008, April. Nolan, quand Nolan est né en 2010, j'avais pas encore la boutique physique. Hein. Donc, quand j'ai ouvert en 2011, j'ai dû le laisser à ma mère. Donc, ça, les périodes d'alitement, il n'y avait pas de problème. Mais quand j'ai dû attendre Owen que j'ai eu en 2014, j'étais hospitalisée pendant, si je me trompe pas, 4 ou 5 mois à l'hôpital. Ah ouais. Ouais. Quand même, hein. 4 mois, 4 mois à l'hôpital. Et comment le business est tourné? En plus, tu n'y penses même plus, le business, là, à ce moment-là, parce que tu es focalisé sur... c'est plus difficile pour Frédéric, hein, parce qu'il devait aller à l'hôpital me voir, me ramener à manger, entre guillemets, me chouchouter et gérer aussi le business. Ça, c'était chapeau pour lui. Ouais, cette médaille-là, elle est pour lui, cette année-là. Et j'avais une de mes plus anciennes salariées qui est Rokia, qui est aussi une amie d'enfance, qui est venue me voir à l'hôpital quand j'étais alitée. Ah ouais. Qui me dit, tu cherches pas quelqu'un pour bosser avec toi? Je dis, tu veux bosser? Et puis je dis, écoute, vas-y, vas-y, go. Et depuis 2014, elle est avec nous, en fait, parce que super. C'est mon amie, elle a juste dit, tu cherches pas quelqu'un pour travailler? Je lui dis, si tu veux travailler. Et ça m'arrangeait, je lui dis, voilà, parce que Frédéric tout seul là-bas, ça allait pas. C'est ça. Voilà, donc Rokia nous a rejoint en 2014 parce que j'étais alitée à l'hôpital pour Owen. Ouais. Ivy,
Grossesse contrôlée par moi, comme je dis. Les médecins, pour Owen, on m'a donné beaucoup de médicaments pour éviter les contractions parce que col court, ne bougez pas trop. Je me suis dit, on va pas me refaire le même coup parce que 4 mois à l'hôpital, où tu manges que la même chose. J'ai fait même monter comment il s'appelle? Le cuisinier, hein, parce que j'ai fait venir. J'ai dit, écoutez, c'est pas possible. 4 mois, je mange toujours les mêmes plats. Ils se sont dit, oh, là, on a du lourd. Madame l'a dit. Il va falloir varier, là. On change les menus, là. Non, mais j'avoue. Ah non, j'ai dit 4 mois les mêmes plats. Ça change pas. Ça change pas. Toutes les semaines, c'est la même chose. Moi, j'en ai marre. On dit que voilà, il n'y avait pas Deliveroo à l'époque ou je sais pas. Bon, non, franchement, et puis voilà. Bah non, c'était difficile parce que quand Frédéric finissait le boulot à 19h, les visites, c'était 20h, quoi. Donc, donc j'étais obligée de manger. Ouais. Vraiment, et en plus, ils servent super tôt les repas. Ouais. Alors, si c'était bon, ça va, mais là, non. Donc, 4 mois, je me suis dit, pas pour Ivy. Ivy, non. J'ai dit non. Donc, quand on me donnait du Loxène pour les contractions, c'est un médicament pour la tension, donc on me le donnait pour les contractions. J'ai essayé de chercher quelque chose qui pouvait réduire les tensions et on m'a parlé du jus de pamplemousse. Donc, j'ai décidé de changer mon Loxène par le jus de pamplemousse. Et quand ma sage-femme a su ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous racontez? On n'a jamais entendu ça. Et pour autant, je lui disais, mais j'ai pas de tension aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je prends pas vos médicaments, je prends le pamplemousse et ça va. Elle me dit, mais ça, c'est vraiment... Là, elle s'est dit, mais celle-là, elle a fait médecine. Médecine à Dakar, là-bas, et puis quoi qu'elle peut du tout. Bon, en tout cas, ça m'a permis de pas aller à l'hôpital, de pas être alitée. Voilà, donc voilà, ça a marché. Donc, les médicaments, ok, je réduisais mes efforts physiques, mais non. Ça, les médicaments, je sais que voilà, il y a forcément des conséquences après. Et ça, non. Ouais, donc, tu as réussi quand même à gérer 3 grossesses, même, je dirais, en ayant ton autre bébé Colorful Black, quoi. C'est ça. Des grossesses pas simples. Pas facile du tout. Ouais. Non, je souhaite même à mon pire ennemi 4 mois d'hospitalisation. C'est clair. C'est difficile. Non, c'est chaud. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation? Motivation, je dirais ma mère. Elle s'est sacrifiée beaucoup pour nous. Et je ferai tout pour elle, comme je dis. Je veux qu'elle manque de rien aujourd'hui. Donc, des fois, elle me dit que c'est trop, mais non. Elle a été pour moi la bouée de sauvetage quand dans mon enfance, ça allait pas. Elle a été là pour moi quand elle m'a dû payer. Elle n'avait pas d'argent, mais elle a dû payer des castings, des échanges de mannequins pour juste me donner cette envie d'être une autre. Et je pourrais jamais la remercier pour ce qu'elle a fait. Donc après, je sais pas qui est-ce qui pourrait. Dans le monde de la beauté noire, parce que du coup, comme tu disais, tu étais intéressée par la beauté afro déjà depuis un moment. Celle que j'aime et que je suis sur sur mon Insta privé là, c'est la première que j'ai commencé à suivre, c'est Beyoncé, quoi. Ah bah ça. Voilà. Moi j'aime cette femme. J'aime cette femme par ses formes qu'elle ne cache pas. Elle est très belle, hein. Elle est très belle et elle sait faire la part des choses, quoi. Donc effectivement, il y a eu des tensions dans son couple, mais on les a pas forcément. Elle l'a pas. Ouais, elle est assez discrète. Voilà, voilà, c'est discrète et voilà, je pense qu'elle doit exploser comme nous, hein. On a le beau sourire, mais on explose derrière. Je préfère me dire que c'est le cas. Il n'y a pas que moi, hein, quand je balance la suite, je ne suis pas la seule. Elle le fait aussi. Voilà, elle le fait, voilà c'est ça. Donc, non, j'aime chanter, mais je ne vais pas dire que je vais faire une carrière comme Beyoncé. Mais j'aime aussi ces femmes qui osent dire. Je sais qu'il y a, j'espère que je ne vais pas me tromper, elle s'appelle Aïssa Maïga. Ouais, c'est ça, Maïga. Voilà, aujourd'hui, elle est à fond et ça, j'aime. Je suis ce type de femme, en fait. Qui, comme je dis, c'est une phrase que je répète beaucoup. Il y a le noir Rosa Parks. Et moi, je suis le noir Rosa Parks. Le noir militant. Voilà. Donc voilà, je sais que je suis pas de ceux qui s'écrasent, parce que je sais pas pourquoi je devrais m'écraser. Effectivement, je suis Rosa. Je suis Rosa Parks. Ouais.
Ouais, et j'ai appris qu'il n'y a pas longtemps que c'est pas elle qui avait refusé sa place dans le bus. Elle a juste, Ah bon? Ouais, c'était pas elle. C'est une autre, en fait. Mais comme l'autre qui avait refusé sa place dans le bus, c'était pas. C'est une pièce de théâtre qui est faite par une noire aussi, hein, qui raconte en fait la vraie histoire. Mais que la vraie, on va pas dire la vraie Rosa Parks, parce que la Rosa Parks existe, mais c'est une autre femme derrière qui est derrière cette vraie histoire qui a refusé. Okay. Voilà, et Rosa Parks a récupéré, entre guillemets, tout le crédit de. C'est ça, parce qu'elle elle présentait bien aussi, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit, c'est elle présentait bien et voilà. Aujourd'hui, on dit que le mouvement Rosa Parks, mais ouais, mais voilà, mais c'est ce mouvement-là que je comment je peux dire ça? Je pousserais tous les noirs à le faire, en fait. À pas se dire, j'ai travaillé pour une boîte et je me souviens, j'étais dans la comptabilité et j'avais une collègue camerounaise, mais qui faisait toutes les tâches et je lui disais, on va l'appeler Betty. Betty, mais pourquoi tu fais ton travail et tu vas faire le travail des autres? Elle dit, ah, écoute, Anna, tu sais pas la chance qu'on a d'avoir un boulot. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est ce problème-là, en fait. C'est à cause de ces personnes-là que quand moi, je suis arrivée et dire, oui, bah, écoute, je vais faire que ça, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Quand Betty, elle fait tout ça, toi, tu veux faire que ça? Donc, next. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et j'ai envie que le noir puisse prendre sa place. Et je crois que c'est, je vais peut-être me tromper, hein, c'est Malcolm X qui disait ça, je crois. Quand l'homme noir se respectera, on pourra le respecter. Il y a une phrase comme ça, en fait. Ouais, ça, et ça, c'est vrai. Par nous, au sein de notre propre communauté. C'est ça. C'est ça. Tant qu'on se respectera, personne ne pourra nous respecter, effectivement. Et ça j'ai envie. C'est ça. Moi, je fais partie de ces. Comme ma collègue me dit, tu fais une Black Panthers, mais je fais partie de cela, quoi, parce que je considère qu'on est libre aujourd'hui et qu'on. On a des droits. Voilà, on a des droits. On n'oublie pas notre passé, mais on doit avancer aussi, quoi. Donc, c'est bon, quoi. J'ai le droit de venir au boulot avec mon afro. Ouais, sans qu'on me fasse une remarque. C'est ça. J'ai le droit d'être avec mon cheveu tel qu'il est, quoi. Et aujourd'hui, non, il y a encore des clients qui me disent, ben non, je veux lisser. Je dis, mais pourquoi vous lissez? Elles me disent, au boulot, on veut pas que je gagne comme ça. Non, mais ça, c'est fou. On veut pas que tu viennes comme ça. Pourquoi? C'est écrit dans le contrat. Bah, on devrait. Moi, j'irais. Dans ce cas-là, oui. Je dirais, bah, oui. Ouais, dites-le-moi si c'est écrit. Le motif du licenciement, quoi. Ouais. C'est quoi Non, il faut qu'on bouge. Et pour bouger, il va falloir qu'on soit un bloc. Ah, il faut qu'on soit pas qu'il y ait juste une personne qui arrive. Ouais, c'est ça. Toute seule. Moi, je viens au Grémy avec mon afro et que tout le monde arrive avec ses extensions. On dit, ok, ouais, déjà là. Tu ne seras pas invitée à Anne-Marie. La prochaine fois, tu restes à la maison. Non, il faut qu'on forme un bloc, il faut qu'on soit. Cette place, on ne l'a pas volée, donc on doit la défendre, en fait. Quel conseil donnerais-tu à celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, malgré la période un peu tendue qu'on vit en ce moment? Moi, je dis toujours qu'il faut croire en ses rêves. Donc, il y aura des obstacles. Il y en aura. Mais il faut juste dire que derrière les nuages, il y a un beau soleil et ça sera difficile. Moi, je sais que mon petit frère m'avait dit, si ton business, tu réussis à tenir 3 ans, et qu'il est fait pour vivre. Ouais. Mais si tu tiens pas 3 ans, laisse tomber. Donc, effectivement, la première année, c'est difficile. Il me dit, tiens. Deuxième, oh là là. Il me dit, tiens. Et au bout de 3 ans, si je t'entends encore dire que c'est difficile, moi-même, je te dirais d'arrêter. Ouais. Donc, on ressent, en fait, le potentiel de notre société. Donc, comment, quand on dit, oh là là, c'est bon. Si ta société, à chaque fois, c'est toi qui réinjecte de l'argent dedans, tu te dis, ah, bon, c'est bon, quoi. Celle-là, ça va pas. Mais croire en ses projets et être sûr avant de se lancer. C'est pas, j'ai une idée, je vais me lancer. Non, il faut essayer de mûrir cette idée et de poser les étapes par étapes et puis se dire, OK, j'ai fait ça, je vais avancer petit à petit. Et voilà, c'est ça. C'est ce que moi, comme je dis à Frédéric, qui des fois veut faire le grand écart, je mets toujours un pas devant l'autre. Ouais. Petit à petit. C'est ça. Je fais pas le grand écart. Vraiment, c'est lui, je l'appelle tout de suite maintenant. Et moi, il me dit que je suis trop lente, mais voilà. Mais moi, je considère que les idées que j'ai, je dois les faire mûrir avant de pouvoir les
Voilà, c'est pas, j'ai une idée, je vais dire, ouais, je vais lancer mes cosmétiques et je vais aller. Non. Si je le fais, c'est parce que j'ai pris le temps de dire que ça valait le coup et que derrière, c'est une bonne formulation que je fais. C'est pas aller prendre un labo et faire ça, non. Le conseil, donc, c'est prendre le temps, réfléchir et mettre un pied devant l'autre et pas vouloir faire le grand écart. Ouais, tout d'un Parce coup. que, ouais, on pourra pas se relever. On se relève difficilement d'un grand écart. Hein. Donc voilà, petit à petit. Super. On va parler des futurs projets de Colorful Black. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur l'activité et parler du coup du programme de parrainage que vous venez de mettre en place? Ok. Donc en ce moment, en fait, avant le confinement, on a dû, et même pendant, je crois, je sais même pas. On a lancé les coachings, les ateliers de groupe aussi. On a fait un atelier de groupe pendant le Covid. Hein. Oui, parce qu'on était. Ça va vite, quand on a réouvert la an. deuxième fois. Ouais. On avait décidé de faire des coachings et des ateliers de groupe individuels aussi. Et ça a été mis en place. On a fait notre premier atelier de groupe qui s'est bien passé, qui parlait de l'acceptation. Parce que pour moi, l'acceptation est la base de tout changement. Ça, c'est si tu acceptes qui tu es, c'est-à-dire physiquement, tu peux décider de perdre du poids. Mais décider de perdre du poids comme ça en disant que c'est la mode, ça va pas. Il faut que tu t'acceptes toi-même. Si tu veux accepter d'entretenir ton cheveu, tu dois aussi connaître ses origines et apprendre à le connaître en fait. L'acceptation, pour moi, c'est la base de tout. Et j'ai un coaching en ce moment avec une de mes clientes qui se passe très bien. Donc là, on apprend, comme je dis, on éduque sa clientèle à prendre soin de son cheveu. On lui explique les bases du cheveu, ce que tout le monde ne connaît pas en fait. Donc c'est ça, on accompagne notre clientèle à construire en fait une routine capillaire. Donc on a ça, on a les coachings individuels, les ateliers de groupe et on a aussi le programme de parrainage. Donc, on met entre guillemets toutes nos meilleures ambassadrices aujourd'hui, comme on le dit, ce sont nos clientes. Donc, une cliente aujourd'hui qui achète en boutique, hein, ou aujourd'hui c'est le site qui a la main dessus, ce qui achète sur le site, peut créer un code promo qui pourra être diffusé à son entourage et qui permettra aussi à son entourage de toucher 5% sur sa première commande et aux clients qui parrainent, c'est ça, d'avoir 5% de commission. Et tout ça, ça fait une cagnotte qui pourrait lui permettre plus tard soit de transformer ça en remise pour acheter des produits sur le site, soit si cette personne a un statut entrepreneur, de se faire verser cet argent avec des formules pour avoir du cash pour elle, quoi. D'accord. Ok, on super. considère que vous êtes notre clientèle et nos meilleures ambassadrices, ce sont nos clients. Super. Bon, moi, j'ai mis en place mon code promo. Bien sûr, je vais le placer. J'ai mis le code promo Mommy Rock pour celles que ça intéresse. Je mettrai de toute façon tout dans le descriptif de l'épisode et puis le lien pour justement permettre aux personnes d'adhérer au programme de parrainage. Donc, pas de problème. Parce qu'un client satisfait, c'est celui qui… Voilà, si tu décides aujourd'hui de faire ton code, c'est que tu es satisfaite, en fait. C'est ça, en fait. Donc, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et un jour, on trouvera peut-être un autre moyen, entre guillemets, plus gros pour vous récompenser et même faire des événements et tout ça. Mais voilà, comme je dis, j'avance petit. Oui, petit à petit, c'est super. Petit, ouais. Mais c'est bien ces ateliers, du coup, je pensais que c'était surtout orienté beauté, mais un peu de développement personnel, du coup, parce que tu parles d'acceptation de soi. Oui. C'est quoi les thématiques que tu abordes, du coup? Ça, c'est important. Hein. On va… Oui, ça c'est… Pour moi, de toute façon, tout est lié. Tout est lié. Je vais mal, mon cheveu va mal. C'est le premier… Comment dire? Tout est lié, en fait. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, mais c'est sûr. Si physiquement, ça ne va pas, dans la tête, ça ne va pas, et vice-versa. Hein. Tout est connecté. Et c'est ce qui déclenche les maladies, les choses comme ça. Hein. Tout est lié, en fait. Donc, pouvoir discuter avec… ça a été très bien. Et pouvoir dire que je pouvais transmettre aussi mes connaissances à des personnes qui étaient là pour ça. Hein. C'était pas du forcing, donc qui étaient à l'écoute. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Pouvoir transmettre même à mon équipe tout ce que j'ai appris
sur le cheveu. Ça, c'est un plaisir. Et surtout, le plaisir, c'est quand je suis en boutique et qu'il y a une cliente qui rentre et qui me dit non, non, c'est bon, je vais attendre l'autre conseillère. Et là, je dis OK, c'est bon. Elle a ses habitudes, elle est à la maison. Voilà, c'est bon, je peux partir en fait. Ouais. C'est une fierté de dire que j'ai pu transmettre mes savoirs à mon équipe et ça, c'est bien. Non, non. Et il y aura plein d'ateliers, surtout ateliers mère et fille pour apprendre comment s'occuper de son cheveu. Et surtout, oui, même pour les mères. Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y, continue. Pour les mères qui ont du mal, parce que la dernière fois, j'avais une maman qui a une maman maghrébine qui a une fille qui est née avec un cheveu bouclé, qui avait un mal-être, quoi. Ouais. Donc, on a peut-être discuté une demi-heure en boutique et ça, ce sont peut-être une thérapie de maman. C'est des thématiques qui ne sont pas abordées, qui sont pas. Voilà. Donc, ça, il y a des mamans qui n'arrivent pas à comprendre comment. Et quand je dis ça, il n'y a pas que des mamans. Moi, je suis maman d'enfants. April est ma grande. Et April assume son métissage quand elle est chez moi. Ça veut dire qu'elle va avoir sa touffe, là. Et quand lundi, je la vois tirer comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Où est passée ta belle chevelure? Voilà, et puis elle me dit, non, c'est bon. Je dis, non, April, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai envie de creuser, en fait. Ouais. Oui, effectivement, il y a des remarques en classe. Ouais. Donc, tout ça, comment faire en sorte que nous, parents, on puisse... comment on peut réussir à faire que nos enfants acceptent cette partie de nous. Comme je dis à ma fille, ça, c'est une partie de moi. Quand je suis afro, c'est une partie de moi. Donc, comment je peux faire pour qu'elle accepte cette partie de moi, qu'elle assume cette partie de moi, pour que les autres arrêtent, en fait, les commentaires qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Donc ça, je pense que c'est, voilà, Colorful Black peut se différencier des autres en faisant ce type de choses, de type d'atelier qui est totalement différent, où on parle des problèmes de mamans qui ont des enfants métis, et même des mamans blanches qui ont des enfants métis et qui ont... Moi, j'ai une maman qui est venue avec sa fille qui a le cheveu bouclé, mais sa fille lui réclame le cheveu raide. Elle dit, mais non, mais elle a essayé de la convaincre, mais tu sens que l'enfant se dit, mais pourquoi ta maman, t'as le cheveu raide? Ouais, c'est ça. C'est une question d'identité aussi. C'est ça. Donc, peut-être partir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres avec des personnages noirs aussi. Il n'y a pas aussi, voilà, quand on a une parure de lit avec la Reine des Neiges dessus, j'aimerais avoir une parure de lit avec... tu puisses t'identifier aussi. Ouais. C'est ça aussi, il faut qu'on puisse avoir tous ces petits... C'est des petits détails. C'est des petits détails, mais ça fait la différence. C'est ça. C'est ça. Des dessins animés où il y a vraiment une fille noire avec son afro. Avec son afro, pas avec un cheveu détendu. Un cheveu, c'est ça en fait qui manque, comme je disais tout à l'heure, il manque cette représentation avec son cheveu crépus. Ouais. Qui s'assume et du coup, qui envoie le message, c'est OK, quoi. Tu peux être fier de tes racines, quelque part. C'est ça aussi. C'est ça. Effectivement, ça manque. Ouais, tu vois, moi, quand je repense à mon enfance, des personnages noirs dans les dessins animés ou dans les films, quand j'en voyais un, j'étais contente, tu vois. Limite les Spice Girls, quand il y avait les Spice Girls, toutes les noires allaient être Mélanie B. Tu vois, c'était le phénomène, quoi. Donc, ouais, effectivement, la question de la représentation, elle compte énormément dès le plus jeune âge. Donc, non, c'est super. C'est ça. Et aujourd'hui, ça manque. Je ne sais même pas comment... En France, oui, on peut dire que ça manque. On dira aussi qu'on est en France, donc il n'y a pas... Mais je ne pense pas qu'au Sénégal, lors de mes voyages, avoir vu un dessin animé avec... oui, c'est vrai. Non, même là-bas. Même là-bas, je pense que c'est pas largement diffusé encore. Ouais. On est plus dans le côté défrisé, cheveux raides, cheveux tirés. Ouais. Les perruques, les perruques lisses, extensions et compagnie, C'est ça. Et que ça manque un petit peu. Ça. Dernière question pour clôturer cet entretien. C'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire? Je dirais, je ne sais pas si c'est ça. Ma maman, elle déchire parce que je sais pas, je dirais que c'est une maman qui peut s'amuser avec ses enfants sans limite, quoi. Je joue au foot avec mon fils, je peux faire la Barbie ou du maquillage avec mes filles. J'ai pas de limite, en fait. C'est une maman qui peut tout faire et qui peut s'adapter à toutes les situations. Je deviens maman bricoleuse quand il faut. C'est une maman qui peut tout faire.
qui a toutes les casquettes. Ouais. Il y a toutes les casquettes. Pour moi, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... mais c'est ta réponse. Qui est multicasquette. C'est ça, maman multicasquette, qui est à la fois femme, avec son mari, maman avec ses enfants dans tous les rôles, hein, dans le maquillage, dans la coiffure, dans le bricolage, dans le vélo, dans le foot. Ouais. Dans les sports de combat aussi, ça m'arrive aussi de faire des sports de combat avec mes enfants. Ah ouais? Oui, parce que j'ai fait du karaté. Hein. Je suis ceinture marron de karaté. D'accord. On va pas rigoler avec toi. Hein. Black Panther, je comprends mieux, militant et tout. Voilà, donc, non, c'est une maman qui a multicasquette. C'est cette maman qui déchire et qui s'amuse et qui sait aussi, voilà, moi, je considère que je joue bien avec mes enfants, mais je leur dis que il y a une chanson que j'avais donnée, parce que à force de jouer avec eux, ils pensent que tu es leur copine. Et il y a beaucoup de mamans aussi qui considèrent être la copine. Ah, c'est ma fille, c'est ma meilleure amie. Donc ça, il faut pas confondre. C'est soit ta fille, c'est soit ta meilleure amie. Et mes enfants, j'avais une chanson quand ça commence à déborder. C'est ça, je leur disais, n'oublie pas qui tu parles. Parce que là, il y a la claque qui va arriver. Hein, donc là, tout de suite, tu dis, ah oui, ok. Elle a dit ça, ok. Ok, je me recadre. On rigole, mais il y a des limites. Il y a des limites. Ouais, il y a des limites. Et non. Multicasquette, mais chacun sa place, quoi. Ouais. Donc, voilà. Parce que s'il n'y a pas ce recadrage, le dérapage est rapide. Multicasquette. Ouais, toi, j'imagine, parce que toi, en plus, tu as des ados, donc moi, je ne me rends pas encore compte. Ouh là là. Moi, c'est chaud, j'ai peur. On ne sait même pas à quel âge je commence l'adolescence. À quel âge je commence l'adolescence? Moi, limite, je suis en train de le regarder, j'étais déjà un ado, là. Tu me tapes tes crises, là. J'ai un mini-ado, quoi. Non, il n'y a pas d'ado. Je ne sais pas c'est quoi, là. Ouais, la vraie crise d'adolescence, je ne l'ai pas encore vue, parce que tout ça, là, ce n'est pas encore l'adolescence. Ouais, c'est ça. Non, tu te dis, ok, c'est quoi la suite? Ah ouais, ça, c'est du sport. Non, et ma grande sœur, qui a des enfants plus âgés, me dit, t'as rien vu encore. Ouais, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Je dis, ok, d'accord. Ouais. Ça s'arrête pas. Pourtant, j'ai pas le souvenir d'avoir embêté ma mère. Je me souviens pas du tout de ça. Bon, moi, je peux pas dire ma ça. Génération, un petit peu. Non, pas trop. Non. C'est de quelle génération, toi? 87, donc du coup, tu vois, bon. Ah oui, ok. Ouais. Ça va. C'était les générations Spice Girls et compagnie, là, tu vois, donc c'était... Ouais. Non, moi, c'est 81 et non, c'est vrai que je me souviens pas du tout avoir été un boulet pour ma mère, non. Ouais, donc du coup, quand tu arrives et tu vois tes enfants, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai été une fille sage pourtant. Comme quoi. Ouais. Mon Dieu, c'est vrai. Et pourtant, on me dit que je suis sévère. Hein. Mais ah ouais? je dis souvent, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Demain, à mon fils, je dis ça. Demain, tu penseras à moi, tu diras oui, ma mère. Elle a été dure avec moi parce que. Ouais. Oh là là. Alors, on a tous les mêmes discours. Hein. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Anna, pour ce moment. Non, merci à toi. Je mettrai toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Et merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, mommyrockfr. À bientôt!